Pour terminer cette approche rapide et synthétique de la logique du référentiel de compétences, le point le plus important, c'est la matrice qui doit apparaître sous vos yeux, qui est intitulée matrice générique d'un bloc de compétences. Alors, bien entendu, on mettra le nom du bloc 1, 2, 3 et l'intitulé du bloc en face, mais toutes les matrices sont présentées de la même façon avec un tableau dans lequel on retrouve systématiquement en chapeau les conditions d'exercice et de mobilisation des compétences. Donc, c'est les contextes, hein, c'est les situations professionnelles au sens large, avec les moyens à disposition, la position du titulaire du bac pro dans une organisation, c'est-à-dire son degré d'autonomie, ce qui peut être attendu dans la gestion des aléas, dans la prise de décision. Donc ça, c'est un ensemble de caractéristiques très importantes. Donc ça caractérise l'environnement, la situation professionnelle. Sur la gauche, vous retrouvez la liste des activités avec les sous-activités et les tâches, donc qui apparaissent d'une part dans le référentiel d'activité, puis dans le référentiel de compétences, comme on l'a vu. Ensuite, vous avez des compétences qui apparaissent dans le référentiel de compétences, donc les 12 ou 13 qui sont listés attachés à un bloc. Et là, vous avez des éléments supplémentaires qui méritent d'être commentés. Donc, en face de ces compétences, sont proposés des indicateurs d'évaluation des compétences. Alors, je dis sont proposés. Je dirais les compétences, elles sont imposées. On est dans une liste de compétences, on doit essayer de les faire acquérir à l'apprenant. Elles sont listées et ce sont celles qui seront évaluées. Les indicateurs d'évaluation, là, il y a un certain nombre d'indicateurs, et là, c'est plus riche et plus fourni que le nombre de compétences. Ça varie un peu suivant les blocs. Et contrairement aux compétences, on peut avoir des indicateurs d'évaluation qu'on retrouve dans 2 blocs, voire dans les 3 blocs. Mais il peut aussi y avoir des indicateurs d'évaluation qui ne figurent pas explicitement là, mais sur lesquels, lors de la définition des épreuves, il y aura des précisions supplémentaires. Donc là, ce sont une liste indicative d'indicateurs d'évaluation. Et là, en général, ces indicateurs d'évaluation, ce n'est pas la compétence, mais c'est de voir comment la compétence est maîtrisée. Est-ce que c'est l'exactitude du résultat? Est-ce que la procédure a bien été respectée? Ou est-ce que la décision qui a été prise ou la proposition qui a été prise a été conforme aux règles d'établissement des comptes, aux règles juridiques de passation des contrats, etc. Donc, c'est des dimensions ou qualité de la prise de parole ou pertinence de la décision ou du choix qui a été effectué par l'apprenant. Donc ça, c'est un vocabulaire qui est différent du vocabulaire qu'on utilise pour définir les compétences. Le bas de la matrice générique est constitué des savoirs associés en distinguant les savoirs de gestion, ce qui est, je dirais, le cœur du métier ou de l'activité, mais auxquels sont associés des savoirs juridiques et économiques en lien avec le programme d'économie de droit du bac professionnel. Alors là, je reviens un instant sur ce que je disais tout à l'heure. Bien entendu, il y a un bloc, comme vous le savez, spécifique de droit économie au bac professionnel tertiaire pour toutes les spécialités. Donc évidemment, on s'appuie là-dessus pour les activités professionnelles, mais dans un certain nombre de cas, il y a des notions de droit, quelquefois d'économie, mais c'est plus souvent de droit, qui n'ont pas été soit abordées, soit suffisamment développées dans le programme commun générique et qui nécessitent des ajouts supplémentaires, des approches supplémentaires dans le cadre du bloc de compétences professionnelles, que ce soit le bloc 1, 2 ou 3. On en retrouve systématiquement, mais c'est relativement limité et, bien entendu,
ça sera en lien avec la nature des sujets ou des épreuves qui seront proposées pour l'évaluation. Et autre point important, les savoirs liés à la communication numérique. Alors, quelquefois, on a des savoirs communication et numérique qui sont un peu transversaux, donc il arrive qu'il y ait quelques formes de redondance entre chacun des blocs, mais souvent, c'est plutôt en lien direct avec ce qui est utilisé en termes de communication numérique dans le bloc numéro X. En face, et pour terminer de ces savoirs associés, sont formulées des indications complémentaires qui ont deux vocations essentielles. La première, c'est d'éclairer ou de préciser ou de donner du sens à une ou plusieurs notions qui est décrite dans les savoirs associés. Parce que, je sais pas, si je prends le terme client, par exemple, c'est l'un des premiers points, le terme client, dans le Bac Pro Agora, comme ça a été évoqué tout à l'heure, c'est un terme générique, mais qui recouvre à la fois le client classique d'entreprise, mais aussi l'adhérent à une association, mais aussi le patient à l'hôpital, etc. Hein, donc, ou l'administré dans une mairie. Donc, voilà, ça, c'est expliqué dans quel sens on prend le terme client. Autre élément, dans les indications complémentaires, quelquefois, c'est aussi pour donner des précisions ou des limites à la notion qui doit être étudiée. Par exemple, dans le bloc 1 de compétences, on a un savoir associé qui s'appelle la chaîne des documents liés aux ventes. Alors, la chaîne des documents liés aux ventes, là, c'est précisé, ça va du devis jusqu'à la facture d'avoir, toutes les étapes, mais il est précisé que la facturation fait apparaître, et ça sera uniquement ça, et ça sera un peu les limites du programme, les réductions commerciales et financières accordées, les frais accessoires, mais sans les emballages, et les taxes obligatoires, et seulement l'option de la TVA sur les débits. Ça veut dire que tous les autres éléments qu'on pourrait trouver sur une facture ne doivent pas être abordés, en tout cas ne feront pas l'objet d'évaluation dans les épreuves correspondant au bloc.